dois doublement remercier notre présidente Inès, d'abord de m'avoir désigné pour faire cette conférence. Il y a plusieurs années que je n'en avais pas faite à la Sénat, donc je suis très heureux de ce contact repris avec vous. Et puis je la remercie également parce que c'est elle qui a réalisé le PowerPoint que vous allez voir. Alors, à partir rouge et Monaco, rouge et blanc, c'est dans les couleurs de Monaco. Donc, ça convient. D'ailleurs, je les porte aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Et donc, je remercie doublement Inès, puisqu'elle m'a matériellement aidé d'une façon considérable, dans la mesure où je n'ai pas de logistique et où, pour des raisons diverses, je ne peux pas en avoir. Alors, je demanderai tout de suite à être excusé de ne pas venir au colloque d'Angers, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour des raisons diverses, je me déplace très très peu et que comme j'ai encore des fonctions officielles à Monaco, c'est à cause de ces fonctions que j'ai été commis d'office dans cette exposition, parce que je n'ai rien demandé. J'ai été désigné volontaire d'office par le Palais de Monaco, en raison, tout simplement, du travail que j'avais fait il y a 30 ans à Mantoue. Comme j'avais été le représentant de la Bibliothèque nationale, du cabinet des médailles, pour les monnaies des Gonzague d'Arc de Charleville, Michel Denain sur l'argent, les monnaies italiennes de Mantoue, ayant fait ce travail il y a 30 ans, j'ai été désigné d'office. D'autant que, normalement, j'aurais dû participer en 2006 aux 400 ans de Charleville et évoquer la partie numismatique. Malheureusement, l'année 2006, j'ai passé une grande partie de l'année en hospitalisation à cause d'une septicémie. Et en 2010, quand l'ouvrage de ces 400 ans apparu, Thierry Sarment, qui était à la Bibliothèque nationale, qui était un collègue d'Inès, un remarquable chartiste, m'avait dit que c'était rattrapable en donnant un article. Malheureusement, en 2010, je suis retombé en hospitalisation très longtemps, d'abord pour un staphylocoque doré, et ensuite pour mon premier accident cardiaque et la première opération que j'ai subie au cœur. Donc, j'avais une dette. Voilà. J'avais une dette envers Charleville, ce qui fait que quand j'ai été désigné d'office il y a 2 ans par le Palais de Monaco, j'ai exécuté, point à la ligne. Alors, on va parler de numismatique, mais il faut voir que la numismatique n'est qu'une partie de cette énorme exposition. C'est une exposition considérable qui est destinée à faire connaître le comté puis duché de Rethel, c'est-à-dire le territoire qui, aujourd'hui, par recoupement, correspond à peu près à celui du département des Ardennes. Donc, c'est le département des Ardennes, mais il y a un petit morceau qui est passé dans la Meuse, il y a également des problèmes de frontières avec l'Aisne, mais Inès les connaît très bien. Mais grosso modo, le département des Ardennes d'aujourd'hui, c'est l'ancien comté puis duché de Rethel. Et il se trouve que le département des Ardennes, c'est un département tout à fait oublié des pouvoirs publics. Il est très excentré. Bon, il était déjà excentré dans la région Champagne-Ardenne par rapport à Reims, Épernay, Châlons, Troyes. Et maintenant, dans la région Grand Est, par rapport à Strasbourg, Metz, Nancy, Épinal, qui s'ajoutent aux villes précédentes, il disparaît complètement. Donc, un département totalement oublié et qui, sur le plan économique, a périclité parce qu'il a perdu les industries qui faisaient sa richesse, c'est-à-dire essentiellement la métallurgie, le textile et les ardoisières. Bon,
Tout ça, maintenant, c'est fini. Donc, c'est un département qui survit et qui a été complètement oublié par le pouvoir public parce qu'il n'a pas reçu de visite du président de la République ou du Premier ministre depuis le général de Gaulle. C'est-à-dire que ça remonte à 60 ans. Alors, il se trouve la chose suivante, c'est que depuis son avènement, le prince de Monaco, Albert II, qui a été largement élevé par sa mère, l'ancienne actrice Grace Kelly, américaine. Donc il a été élevé à l'américaine. Sa langue maternelle première, attention, il parle français à la perfection, mais sa première langue, sa langue maternelle, c'est quand même l'anglais que sa mère lui a enseigné directement. Et à la différence de ses sœurs, il a passé systématiquement toutes ses vacances aux États-Unis pendant toute sa jeunesse. Et sa formation universitaire, il l'a accomplie aux États-Unis également. Donc, il est, disons, très américain. Et depuis son avènement, il a éprouvé le désir de mieux connaître sa famille, de façon à mieux connaître son pays, et connaître sa famille à travers ce qu'elle a été dans l'histoire. Et dans cette perspective, il a décidé de visiter en Italie et en France tous les anciens fiefs qu'avaient possédés ses ancêtres, les Grimaldi, donc avant le traité de Péronne pour tout ce qui est en Italie, et à partir du traité de Péronne. Le traité de Péronne, c'est l'alliance franco-monégasque. Hein. C'est bon. Le traité de Péronne, c'est la pierre angulaire des rapports qui existent encore aujourd'hui, 400 ans après, pratiquement. Et donc, il a décidé de faire tous les ans 2 ou 3 voyages, enfin, ça dépend de son emploi du temps, parfois en Italie, parfois en France, de façon à visiter tous les anciens fiefs des Grimaldi. Donc, il y a les premiers fiefs qui ont été donnés. Alors, les fiefs en Italie, ce sont ceux qui ont été confisqués par les Espagnols quand le prince de Monaco a contracté son alliance avec la France en 1641. Et à ce moment-là, en compensation, le roi Louis XIII lui a donné plusieurs fiefs en France. Le duché de Valentinois, le marquisat des Hauts-de-Provence, la seigneurie de Saint-Rémy, la baronnie de Buis-les-Baronnies, le comté de Carladès en Auvergne, le comté d'Aurillac. Et puis ensuite, il y a eu, par des alliances matrimoniales, des apports de nouveaux territoires. Alors, d'abord, un gros apport en Normandie, à partir de 1715, par le mariage avec la famille de Bouillon-Matignon. C'est la grande famille des Matignon, le maréchal de Matignon, enfin une famille très célèbre. Et aujourd'hui, il y a des rapports très étroits entre l'ensemble de la Normandie et la principauté de Monaco. D'ailleurs, il y a déjà eu plusieurs expositions en Normandie sur le thème « La Normandie des princes de Monaco ». Et les catalogues s'appellent ainsi « La Normandie des princes de Monaco ». Et après, donc, ça c'était le deuxième volet, 1715, le mariage Matignon. Et puis le dernier volet, c'est le mariage Mazarin. Parce qu'il se trouve qu'à la fin du XVIIIe siècle, en 1777, la dernière duchesse de Mazarin, donc l'héritière du cardinal, alors parce que le cardinal a réparti ses biens et ses territoires, il en avait acquis un certain nombre, entre ses neveux et nièces. Et en particulier, il avait acheté au Gonzague, c'est là où on les retrouve, il a acheté au Gonzague le duché de Nevers et le duché de Rethel. Il a donné le duché de Nevers à son neveu Philippe Mancini et il a donné le duché de Rethel à sa nièce Hortense Mancini, à la condition que le duché de Rethel prenne le nom de Mazarin. Il est devenu le duché de Rethel-Mazarin, et le mari d'Hortense Mancini, qui était le fils du maréchal de la Meilleraye, c'est-à-dire un petit-neveu de Richelieu, vous voyez les croisements de famille, a pris le nom de duc de Mazarin.
Et donc, il y a eu plusieurs ducs de Mazarin jusqu'à ce que le dernier descendant soit une duchesse de Mazarin. Elle était la fille du maréchal de France, duc d'Aumont, et sa mère étant duchesse de Mazarin. Donc, cette dernière duchesse, qui s'appelait Louise Félicité Victoire d'Aumont-Mazarin, a apporté dans la corbeille des Grimaldi le duché de Rethel-Mazarin en 1777. Et c'est la raison pour laquelle toutes les archives du comté puis du duché de Rethel, avec des choses absolument uniques et extraordinaires, tout cela se trouve à Monaco. Donc, une grande partie du patrimoine ancien, du patrimoine le plus ancien du département des Ardennes, à travers le comté puis le duché de Rethel, puis de Rethel-Mazarin, se trouve à Monaco, aux archives du palais princier de Monaco. Alors, le prince Albert a déjà fait une première visite à, comment dirais-je, dans les Ardennes. Bon, et là, compte tenu de l'importance qu'a représenté ce territoire, puisque les Ardennes, c'est le territoire successif des comtes de Flandre, qui sont également comtes de Rethel. Ça, je parle pour les médiévistes. Je sais que Inès comprend tout de suite. Après les comtes de Flandre, c'est quand même très important parce qu'eux ont battu monnaie quand ils ont été à Rethel. Après, nous avons eu une autre famille illustre, c'est-à-dire les princes de Clèves. Les princes de Clèves, Clèves-Lamarck. Bon, les Clèves, c'est aussi une très, très grande famille. Et les Gonzague ont succédé aux Clèves parce que la duchesse, enfin, elle était comtesse de Rethel. Rethel a été transformée en duché en 1581. Et la comtesse de Rethel, qui était en même temps duchesse de Nevers, a apporté ces territoires au fils du duc de Mantoue, Frédéric de Mantoue, qui s'appelait Louis de Gonzague. C'était le troisième fils du duc de Mantoue. Donc son père l'a envoyé en France. Il a été envoyé à l'âge de 10 ans à la cour de François Ier et il a obtenu les deux nationalités. Donc il devenait à la fois par son épouse duc de Nevers et comte puis duc de Rethel et prince d'Arche-Charleville, mais Charleville pas encore. Et, comment dirais-je, le duché donc était apporté par sa mère, qui était la dernière princesse de Clèves. Elle avait deux sœurs, l'une a épousé le prince de Condé, et l'autre, le duc de Guise, le célèbre Balafré. Et vous avez, je le signale parce que vous avez en ce moment un roman qui vient de sortir, enfin un ouvrage historique, qui vient de sortir d'une historienne, qui s'appelle Claude Grimert, et dont Stéphane Bern a parlé à la radio il y a quelques jours. Elle avait consacré déjà un premier ouvrage à Charles de Gonzague, le fondateur de Charleville, et elle vient d'en écrire un nouveau consacré aux trois princesses de Clèves, Henriette de Clèves, mariée à Louis de Gonzague, Catherine de Clèves, c'est la principauté de Châteaurenaud, on retombe dans la numismatique, là, épouse du duc de Guise, le Balafré, assassiné à Blois par Henri III, et Marie de Clèves, l'épouse qui est morte plus jeune du prince de Condé. Donc nous avons vraiment des familles illustres, et les Clèves donc, sont devenus Gonzague, Charles de Gonzague, et après on est passé directement à son petit-fils Charles II, dont on verra quelques monnaies. Et en 1659, à la fin de la Fronde, bon, quand beaucoup de choses sont rentrées dans l'ordre, Charles II de Gonzague, qui était duc de Mantoue et de Montferrat, a vendu son duché de Nevers et son duché de Rethel à Mazarin. C'est comme ça que Hortense Mancini est devenue duchesse de Mazarin. Alors, la particularité, c'est que aujourd'hui, Charleville-Mézières est le chef-lieu du département. Mais autrefois, Charleville n'était pas dans le duché de Rethel. Mézières, oui, parce que les deux villes se font face à face sur le long de la Meuse. Bon, mais la Meuse servait de frontière. Et Charleville, comme Châteaurenaud, était des possessions du comte de Rethel qu'on appelait Outre-Meuse. Donc elle relevait de l'Empire, et c'est justement en invoquant
ce caractère impérial que les princes de Gonzague et la princesse de Château-Renaud ont battu Monet en disant mais on est au-delà de la Meuse, donc on a le droit de battre Monet, mais évidemment, comme la monnaie dans leur petit territoire n'intéressait personne, ils ont imité toutes les monnaies des princes voisins, c'est-à-dire le roi de France, le roi d'Espagne dans les Pays-Bas espagnols, les Provinces-Unies, l'Empire, les grandes villes d'Empire comme Francfort, le duc de Lorraine également. Enfin, vous voyez, ils ont tout imité. Donc, ça donne un monnayage absolument extraordinaire. Mais comme c'est un monnayage d'imitation, eh ben, il a été fortement combattu par le roi d'Espagne et par le roi de France, d'où une multitude de d'écrits. Et comme il y a eu beaucoup de décrits, mais il reste très peu de monnaies, et donc nous avons des monnaies excessivement rares. Alors, donc, pour vous situer les choses, c'est qu'il y a 30 ans à Mantoue, le cabinet des médailles a exposé 16 monnaies, les 16 monnaies les plus belles et les plus rares qu'il avait d'Arche-Charleville, puisque Charleville est fondé par Charles de Gonzague dans la toute petite principauté d'Arche. La principauté d'Arche, c'est une boucle de la Meuse, bon, où il a bâti, extrait du néant, une ville nouvelle. C'est en quoi il a été imité ensuite par Sully à Henrichemont et surtout par Richelieu. Si vous connaissez un petit peu l'Ouest, allez voir la très jolie ville de Richelieu qui était au nord de Poitiers. Bon, eh ben, Richelieu a imité Charles de Gonzague parce que Charleville a été un modèle pour tout le monde, et d'autant plus un modèle que Charleville est une ville nouvelle qui est bâtie autour de sa place centrale, qui s'appelle la place Ducale, laquelle place Ducale est la sœur jumelle de la place des Vosges de Paris, parce que ce sont les deux mêmes architectes, les frères Métézeau, qui ont construit les deux places. La place Ducale de Charleville étant d'ailleurs encore un peu mieux réussie que la place des Vosges de Paris, parce que la place des Vosges de Paris ferme un espace existant, donc il n'y a pas un équilibre total entre les voies qui traversent cette place, tandis qu'à Charleville, ça tombe au cordeau. Et le musée de l'Ardenne est un musée absolument prestigieux. Il est de statut municipal, mais en fait, il a un rayonnement au moins régional, parce qu'il est installé depuis maintenant 30 ans dans un des pavillons de la place Ducale, le plus grand des pavillons, avec même un supplément qui donne en arrière. Enfin, c'est quelque chose de magnifique. Donc, c'est un très, très beau musée et dans lequel il est possible de faire des expositions absolument magnifiques. Alors, ils font ça, mais là, l'exposition qui aura lieu sera tout à fait exceptionnelle puisque c'est une exposition conjointe de toutes sortes d'objets anciens à partir du 9e, 10e siècle, venant pour partie des Ardennes et pour la partie la plus importante de la principauté de Monaco. Le prince de Monaco, faisant ses voyages dans les anciens fiefs des Grimaldi, a accepté qu'effectivement ait lieu cette exposition à Charleville-Mézières. Alors, je ne sais pas du tout quelles en seront les retombées. Il est très possible qu'il y ait un certain nombre de réclamations et de protestations du fait que ça ne s'est pas fait à Paris. Mais dans une ville de province qui n'est quand même qu'une ville moyenne, qui n'est qu'une préfecture, ce n'est pas une préfecture de région, mais cela dit, le prince de Monaco, il fait une exposition là où les gens veulent la faire avec lui. Peut-être même d'ailleurs qu'on fera quelque chose à Monaco, mais enfin ça c'est à voir compte tenu du succès que rencontre cette exposition. Et pour l'instant, c'est un grand, grand succès. J'étais moi-même à l'inauguration le 7 mars et les gens étaient vraiment enthousiasmés. Il y a par exemple des petits hobereaux de la région qui ont apporté, qui ont sorti de leur grenier des papiers absolument uniques, qui étaient heureux de les apporter. Donc c'est vraiment une exposition considérable. Alors le prince d'ailleurs sera accompagné de sa sœur
sa sœur aînée, Caroline de Monaco, la princesse de Hanovre, qui viendra pour deux raisons. D'abord parce que dans le circuit du prince, il y a le village de la Mette où a vécu une ancienne princesse de Monaco qui s'appelait Caroline Gibert de la Mette et qui a été la mère du prince de Monaco Charles III. C'est lui qui a signé le traité avec Napoléon III. Et Caroline de Monaco porte d'ailleurs son prénom. Et la deuxième raison, c'est que les Grimaldi sont voisins des Ardennes, puisqu'ils sont aujourd'hui les propriétaires de l'ancienne demeure des Condés, que les Condés possédaient près de Laon, avant de toucher l'héritage des Montmorency à Chantilly. Puisque Chantilly, c'était le château, c'était les Montmorency, Chantilly et Écouen. Et puis, quand le dernier Montmorency a eu la tête tranchée en 1632, c'est tombé dans l'escarcelle des Condés. Le château précédent des Condés, qui est un château fin 16e, c'est le château de Marché et le domaine de Marché, et c'est à une vingtaine de kilomètres au nord de Laon, sur le chemin de l'Ardenne. C'est-à-dire que les Grimaldi, ils sont voisins, ils sont pratiquement riverains du département des Ardennes. Voilà, ça situe l'ensemble des choses. Donc, au total, une exposition absolument extraordinaire. Et ce qu'on vous dit là, il n'y a que seulement ce côté-là ou les deux côtés d'une impasse. Alors, là, des œuvres exceptionnelles évoquant des dynasties au cœur des enjeux européens. Et ça, c'est très important. Les dynasties, ce sont les familles que j'ai citées, et la caractéristique de ces très grandes familles, comtes de Flandre, les Clèves, les Gonzague, les Mazarins, les Grimaldi, ce sont de grandes familles européennes, comme on le sait. Donc, c'est très bien, très, très bien situé. Et je vous montre le revers. Donc, comte de Mazarin, comte de Rethel, duc de Mazarin, prince de Monaco. Et donc, je vous lis rapidement le petit texte. À travers des traits exceptionnels, cette exposition retrace la riche et passionnante histoire du comté-duché de Rethel-Mazarin, qui, pendant 8 siècles, fut administré par les plus puissantes familles du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime. Donc ça, ce sont les organisateurs. Cette phrase n'est pas de moi, hein. Elle est des organisateurs, donc c'est tout à fait remarquable. Alors, la partie numismatique retenue, il y a une toute petite partie concernant les comtes de Rethel, qui sont représentés par 7 monnaies, parce qu'il y a très très peu de monnaies des comtes de Rethel, et il y a évidemment les Gonzague. Pour les Gonzague, il y a 128 monnaies, médailles et jetons. Donc exactement, il y a 121 monnaies, 6 médailles et un jeton. Et les 121 monnaies il y a plus de 100 monnaies d'Arche Charleville. Il y a 2 monnaies de Mantoue qui montrent le mont Olympe. Et il y a, pour compléter, parce que comme la plus grosse collection de monnaies de Mantoue des Gonzague se trouve à la Banque agricole de Mantoue, qu'il n'était pas possible de les obtenir, on a remplacé par une série de 9 monnaies italiennes de la principauté de Bardi et Compiègne, qui est riveraine du duché de Mantoue, et qui, elle, étant dans la collection du prince Albert, était immédiatement disponible. Donc il y a ces 9 monnaies italiennes, et il y a également, ça intéressera spécialement Dominique, il y a un plateau complet, monnaie des princes de Gonzague, duc de Rethel, frappé à Charleville pendant 50 ans, de 1607 à 1656. Peu avant l'annonce, le 6 mai 1606, de la création de sa ville nouvelle, dénommée Charleville en avril 1608, dans sa principauté d'Arche, contiguë au duché de Rethel, Charles de Gonzague y crée un atelier monétaire dans lequel il fait frapper diverses espèces monétaires imitées des Pays-Bas espagnols
de la France, de l'Empire, du duché de Lorraine, des Provinces-Unies, etc. Pour la gravure de ces monnaies, en parfait esthète d'origine italienne, et ça c'est très important, il n'est pas Gonzague pour rien, il fait appel aux meilleurs artistes de l'époque, tels que le Lorrain Nicolas Briot et l'Ardennais Nicolas Marteau. À travers le choix des espèces et l'évolution significative des armoiries figurant sur les monnaies, l'évolution politique du XVIIe siècle le conduit en décembre 1627 à devenir duc de Mantoue et de Montferrat en succession de ses proches cousins décédés. À sa mort en 1637, son petit-fils et successeur Charles II continue ce monnayage, notamment sous la Fronde, où il imite, vous verrez ça dans les monnaies, où il imite outrageusement Louis XIV jeune. La fin de cette guerre civile entraîne la vente en 1659 au cardinal Mazarin des duchés de Rethel et de Nevers, ainsi que la disparition du monnayage carolopolitain, seul restant le monnayage de Mantoue. Le monnayage des Gonzague à Charleville est particulièrement remarquable. Les monnaies, comme vous allez le constater, bénéficiant d'une haute qualité artistique. La présente exposition rassemble les plus beaux et les plus rares exemplaires, parmi lesquels une vingtaine d'exemplaires uniques de la collection du cabinet des médailles, et c'est l'ancienne qui viennent de l'ancienne collection personnelle de Louis XIV, pour connaître la provenance. Ensuite, la magnifique collection du musée de l'Ardenne, qui est la deuxième collection mondiale pour les monnaies ardennaises. Enfin, celle prestigieuse du prince Albert II de Monaco. Un tel exemple, jamais réuni jusqu'à ce jour, dépasse largement, ça il faut laisser, parce que ça c'est splendide. Donc, un tel exemple dépasse largement celui exposé en 1995 à l'exposition de Mantoue, qui était jusqu'alors la référence. Le musée de l'Ardenne en a ainsi la primeur, et il accueille pour la première fois les monnaies d'exception de la BNF, leur deuxième sortie depuis le XVIIe siècle, ainsi que la collection princière monégasque. Donc voilà pour situer le problème. Alors, est-ce que l'on peut voir les monnaies? Vous avez tous pu regarder un petit peu le bouquin. Vous avez trouvé les monnaies de Charleville? Oui, j'avais mis quelques signets. Alors, ça, c'est le clou de l'exposition. C'est une monnaie fantastique, hein. C'est une monnaie absolument fabuleuse. Moi, je l'appelle le chef-d'œuvre de Nicolas Briot, parce que c'est vraiment la plus belle monnaie que Briot ait gravée, et nous n'avons pas d'équivalent, ni pour ces monnaies royales françaises, ni pour ces monnaies royales anglaises, hein, puisque Briot a été à la fois, il a été le graveur général du roi de France, du duc de Lorraine, du roi d'Angleterre et du prince de Gonzague à Arches-Charleville. Alors, on remet le... Voilà. Donc, il a gravé cette monnaie absolument extraordinaire. Le bail venait d'être accordé à son père en septembre 1607. Nous avons d'ailleurs très peu de monnaie de l'année 1607, puisque le bail est complété par une ordonnance de janvier 1608. Et donc ça, je pense, enfin je vous donne mon avis, je pense que c'est le chef-d'œuvre qu'a gravé Briot et que Charles de Gonzague a donné au roi Henri IV à l'occasion de l'appellation Charleville de sa ville nouvelle, puisqu'il annonce en 1606 qu'il fonde une ville nouvelle, et cette ville nouvelle, il l'appelle Charleville en 1608. De la même façon que Sully, qui va l'imiter à Boisbel, appellera sa ville nouvelle en Richemont, lui en l'honneur d'Henri IV. Ah, donc c'est une monnaie absolument extraordinaire, parce qu'il y a un portrait de Charles de Gonzague qui est absolument fantastique, un portrait réaliste.
Bon, c'est une monnaie absolument parfaite. Vous voyez que Briot a signé avec ses rosaces. Alors, vous me direz pourquoi on sait que c'est Briot. Non seulement il y a les rosaces, mais en plus de ça, on a des pièces de cuivre identiques avec le même portrait, parce que ce portrait qui est sur la pièce en or, c'est le même poinçon d'effigie que pour des pièces de cuivre plus petites. Et c'est la raison pour laquelle ce portrait paraît un peu petit par rapport à la pièce. Vous voyez, il aurait pu être un peu plus grand. Mais comme c'est exactement le même poinçon d'effigie qui a servi, nous avons ici un portrait qui est un peu plus petit que sur les liards de cuivre correspondants. Et dans les liards de cuivre, sur un certain nombre, la date de 1608 est séparée, vous n'avez pas les deux rosettes, mais la date de 1608 est séparée par les deux lettres NB Nicolas Briot. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Alors, le revers est absolument extraordinaire parce que, regardez, les armoiries, ça c'est fabuleux. Le blason est absolument extraordinaire. Vous y trouvez d'abord Mantoue, ensuite vous avez les armes d'Alençon, c'est-à-dire les 3 lys de France entourées des besants. Ensuite, si vous descendez dans le 3e quartier, vous avez les armes de Bourgogne moderne, ça correspond à Nevers, et vous avez tout en bas Clèves-Lamarque, c'est-à-dire les armoiries de sa mère Henriette de Clèves, et vous avez en chœur un petit écusson où vous retrouvez les armes d'Albret Orval qui étaient encore dans sa descendance. Mais le plus extraordinaire, outre cette magnifique, ce magnifique écu qu'on ne voit jamais dans cette qualité, avec des armoiries aussi parfaites, ça c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais ce que vous avez d'encore plus intéressant, c'est la couronne. Et regardez bien la couronne, parce que entre l'écusson et la couronne elle-même, vous avez marqué en grec Olympos. Olympos, c'est l'Olympe. C'est l'Olympe. Et alors maintenant, regardez bien la couronne. Vous voyez que au-dessus de la couronne s'élève une colline, un mont, une colline, et tout en haut, un petit autel avec par-dessus le mot latin fides, la foi. Parce que les Gonzague étaient extrêmement catholiques, c'était des champions de la cause catholique, d'ailleurs, dont leur symbole, ils ont le précieux sang de Mantoue et l'ordre du Saint-Sauveur. Et là, donc, vous retrouvez ce mont Olympe avec son petit autel Fides, et donc le nom Olympos en grec. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Arches-Charleville, en 1608, il n'y a pas de mont Olympe. Il n'y a pas de mont Olympe. Le mont Olympe qui est représenté là, c'est celui de Mantoue. C'est celui de Mantoue parce qu'à Charleville, il y aura un mont Olympe, parce qu'en 1611, Charles de Gonzague achètera à sa cousine Germaine, la princesse de Conti, Louise Marguerite de Lorraine-Guise. Il va acheter la colline qui est en face de la Meuse, en face du petit moulin de 1626 qui abrite aujourd'hui le musée d'Arthur Rimbaud, parce qu'à Charleville, il n'y a pas seulement les Gonzague, il y a également Arthur Rimbaud, le poète, il ne faut pas l'oublier. Et donc là, il va construire à partir de 1611 son mont Olympe avec son hôtel. Mais en 1608, il n'y a pas. Et donc, c'est le mont Olympe de Mantoue qu'il met dans cette numismatique de Charleville. Donc, c'est extrêmement important parce que, si vous voulez, ça, ce caractère italien qui est conservé en toutes circonstances par les Gonzague à Rethel, à Arches-Charleville, eh bien, ce caractère italien explique la perfection artistique qu'ils ont recherchée dans la frappe de leur monnaie. Et ça mérite d'être souligné parce que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel au XVIIe siècle. Les monnaies espagnoles sont moches, les monnaies françaises sont encore moches. Si vous regardez les demi-francs
de Louis XIII fait par Briot. Alors, évidemment, si vous regardez ces pieds forts, là, ils sont magnifiques, encore qu'ils n'atteignent pas la qualité de cette double pistole. Bon, mais il faut attendre Varin et ses portraits extraordinaires de Louis XIII, et notamment ses multiples. Mais si vous voulez, il faut savoir que cette pièce, cette double pistole, elle est à Briot, ce que les multiples d'or de Louis XIII sont à Jean Varin. Alors évidemment, si elle était mise en vente publique, on ne sait pas du tout quel prix elle pourrait atteindre, parce qu'elle est unique. Elle est unique. Bon, pour l'assurance, on a mis une estimation, je ne sais plus combien, on a mis 50 000 ou 100 000 euros, quelque chose comme ça. Mais si elle était mise en vente, on ne sait pas. Mais vous avez vraiment, vraiment une merveille, et vraiment, je suis très content de pouvoir vous la montrer, parce que c'est un privilège, hein. Et encore une fois, ce sont des monnaies que le cabinet des médailles ne montrait jamais. L'exposition de Charleville-Mézières, c'est leur deuxième sortie. Deuxième. Voilà, donc ça, c'est pour le début de l'exposition, c'est le clou de l'exposition, c'est absolument fantastique, et retenez bien, regardez encore ce mont Olympe, il est prodigieux. Alors, on va continuer. Alors ça, c'est la fin. C'est la dernière monnaie. Je vous ai montré ce qui venait au départ, hein, 1608, c'est le début de Charleville. 1653, c'est la dernière grosse monnaie qui est frappée par le petit-fils de Charles II de Gonzague. Et là, 1653, on est en pleine période de la Fronde. Il y a eu la bataille du Faubourg Saint-Antoine à Paris, la lutte entre Turenne et Condé, la mort du neveu de Mazarin, Paul Mazarin, puisqu'il est mort près de la Bastille, à la bataille du Faubourg Saint-Antoine. Et donc, Condé est rebelle, qui s'est installé à Stenay, qui est un petit peu plus bas sur la Meuse en direction de Verdun, et Charles II de Gonzague, qui est à Mantoue, il a l'outrecuidance de copier Louis XIV, mais d'une façon inouïe. Inouïe, parce que, regardez bien, regardez ce portrait extraordinaire. Si vous rajoutez la couronne que portent les monnaies françaises à la mèche longue, et Louis XIV à la mèche longue, vous avez exactement le même portrait, avec le même visage, la même gravure. Je me demande toujours si Varin n'a pas fait quelques heures supplémentaires. À ce moment-là, vu la pagaille qui régnait à Paris, tout était possible, tout était possible. Mais regardez à quel point c'est copié. Le visage, la chevelure, mais l'habillement, c'est-à-dire le costume à la romaine, le costume à la romaine que porte Louis XIV. Bon, la seule différence, c'est que au lieu de trouver Louis XIV, roi de France et de Navarre, vous trouvez Charles II, par la grâce de Dieu, duc de Mantoue et de Montferrat. Voilà. Mais la rosace qui est là, c'est pas Briot. Briot, il est plus là, il est parti, etc. C'est pour ça que je me demande si ce n'est pas Varin, parce que Varin a utilisé aussi des rosaces, et que dans la période troublée de la Fronde, il a vraisemblablement travaillé pour plusieurs commanditaires. Bah, il y avait de l'argent à faire, hein. Pourquoi s'en priver? Alors, le revers est extraordinaire aussi, parce que, regardez bien, d'abord les armoiries. Vous avez 3 lices. 3 lices, ce sont les armoiries de France. Donc, là, comment dirais-je, la supercherie, elle est totale. C'est le crime de lèse-majesté. Eh bien non, parce qu'il a pris la précaution d'entourer les 3 lices de France de 8 besants. C'est-à-dire que ce ne sont plus les armes de France, mais les armes d'Alençon. Or, précisément, il descend de la famille d'Alençon, et les armoiries d'Alençon, il les a dans ses propres armoiries. Voilà comment il fraude. Il fraude.
Ça, c'est absolument magistral. Ensuite, regardez un petit peu les lys. Regardez comment il les a fait. Hachés. Donc, c'est très proche des lys, c'est très proche. Mais c'est pas tout à fait des lys. Et puis, dans la couronne, vous retrouvez le mont Olympe avec son autel par-dessus. Et alors là, comble vraiment du plagiat et de la fraude, mais c'est la légende. Sit nomen Domini benedictum, que le nom de Dieu soit béni, et ça, c'est la devise du roi de France. C'est la devise du roi de France qu'il a prise pour lui. La supercherie est complète. Et pour aller jusqu'au bout, eh bien, il a pris comme lettre d'atelier la lettre A de Paris, mais il dit, mais non, ici c'est Arche. Donc, là, vous avez vraiment la plus belle copie que l'on puisse imaginer du monnayage de Louis XIV. Je dirais même que si je devais me remettre à étudier les portraits de Louis XIV, j'ajouterais celui-ci comme exemple de la tricherie la plus accomplie, la mieux accomplie, parce que c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, cette monnaie marque la fin de ce que on va voir maintenant, les monnaies intermédiaires. Je vous ai montré le début, là je vous montre la fin. Il n'y a pas de monnaie d'or à la fin, c'est une monnaie d'argent, mais avouez qu'elle est vraiment extraordinaire aussi. Alors, je vais vous dire une chose, comme cette monnaie est parfaitement imitée, eh ben, elle a circulé. Et comme elle a circulé, aucun des exemplaires existants. Il y en a à tout casser une vingtaine. Hein. Non, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une vingtaine. Bon, mais c'est un peu plus que la double pistole qu'on a vu il y a un instant. Mais elles ont toutes de l'usure. Elles ont toutes de l'usure sur la chevelure, sur les vêtements, sur la couronne. Bon, et donc, aucune n'est comparable à cet exemplaire-là. Pourquoi celui-ci est comme ça? Ben, tout simplement parce qu'il n'a pas circulé. Et il n'a pas circulé parce que c'est le prince qui l'a donné au roi. Et cette pièce, naturellement, comme la précédente, vient de la collection de Louis XIV. Eh bien, si vous êtes d'accord, on continue. Alors là, vous avez, oui, ça c'est toute une série qui appartient à la collection du prince de Monaco. Et c'est une série intéressante parce que vous avez d'abord 4 exemplaires différents avec certains des contre-marques. Là-bas, un exemplaire en étain. C'est la toute première monnaie d'Arche. On n'est pas encore à Charleville. On est en 1607. Et précisément, le prince Charles de Gonzague porte une couronne très particulière, qui est une couronne faite d'or et d'acier, qui a été forgée en 1575, lorsque son père, Louis de Gonzague, et sa mère, Henriette de Clèves, ont affirmé leur droit de battre monnaie, c'est-à-dire leur puissance souveraine. L'année 1675 est une année charnière, parce qu'en France, nous avons le passage entre Charles IX et Henri III, et dans les Ardennes, vous avez par les 3 grands princes ardennais, les Gonzague à Arche-Charleville, les Guise à Château-Regnault et les Lamarque à Sedan. Vous avez dans les 3 cas l'affirmation de leur droit de battre monnaie. Alors, à Château-Regnault, c'est une sentence particulière du duc de Guise qui dit, il dit voilà, moi, voilà tous les droits que j'ai, etc. Je suis souverain. Et puis, dedans, j'ai le droit de battre monnaie. Point. Mais sa fille ne mettra ce droit
en application que 30 ans plus tard. Bon, à Sedan, la régente de Sedan, elle commence tout de suite, elle n'attend pas. Et à Charleville, Louis de Gonzague et Henriette de Clèves font forger cette couronne en disant c'est notre souveraineté, donc on a le droit de battre monnaie aussi, mais c'est Charles de Gonzague qui battra monnaie. Donc là, vous avez 4 exemplaires, vous voyez, variés, et c'est ça qui est intéressant. La pièce d'à côté est une pièce unique. C'est une pièce de 3 patards 1628, qui était donc inconnue de tous les auteurs, sauf par les textes. Elle a été retrouvée ces dernières années. Elle a fait l'objet d'une communication à la Société française. Et donc, c'est une monnaie unique qui est donc exposée actuellement à Charleville et qui est dans la collection du Prince de Monaco. Vous avez ici une pièce, des pièces très intéressantes parce que ce sont des pièces que l'on appelle ciblants de Nevers, puisque les Gonzague étaient ducs de Nevers, donc on leur donnait ce titre, mais c'est frappé à Charleville en 1608-1609 à l'imitation de la pièce française de Ciblan. Et donc ça, on connaît cette appellation par le tarif Verducène de 1627 et de 1633, que les auteurs n'ont pas vu. Alors ils ont appelé ça, les uns douzains, les autres huitièmes d'écus. Il y a eu toutes sortes de noms avancés qui n'étaient pas exacts, mais en fait c'est une pièce de Ciblan. Et en bas, vous avez en revanche des douzains qui, eux, vont être imités par Charles II. Charles II va imiter le douzain qui devient, en 1641, vous savez, une pièce de 15 deniers. Bon, on l'appelle toujours sol, mais c'est le sol de 15 deniers et non pas le quinzain, comme a dit Duplessis. Ça, c'est inadmissible. Ça, ce sont des inventions tout à fait déplacées auxquelles des numismates ne doivent jamais céder. On ne change pas les textes d'époque. Les émetteurs des monnaies sont les mieux qualifiés pour en donner le nom. Bon, ils sont beaucoup plus forts que nous pour ça. Donc, vous avez donc du Charles Ier, vous avez du Charles II. Alors, vous avez un rarissime double tournoi de Charles Ier. Vous avez un liard de cuivre imité. Alors ça, c'est le deuxième graveur Nicolas Marteau qui a fait ça. Et le premier à côté, c'est un Nicolas Briot. Et vous avez en dessous, d'une part, alors un liard contremarqué avec une fleur de lys. Donc c'est une variété unique. Et vous avez à côté une petite pièce de cuivre qui a été frappée sous Charles II en 1643 pour remplacer les doubles tournois qui venaient d'être décriés par le roi de France. Et comme il avait un stock de cuivre à écouler pour ne pas perdre d'argent, il a frappé un demi-liard de l'évêché de Liège, qui est là et qui est couramment appelé gigot. Alors le gigot, c'est un demi-liard, c'est-à-dire que ça valait un denier et demi au lieu de 2 deniers. Mais au moins, il perdait pas grand-chose. Ça lui permettait d'utiliser son cuivre. Donc, on peut continuer. Alors, ben, ça, c'est l'autre côté des pièces. Donc, comme je vous ai indiqué, on le montre un tout petit peu, comme je vous les ai décrites, je ne vais pas plus loin, sauf que pour les premières, celles de 1607, vous avez les armes de Mantoue. Pour 1628, vous voyez combien les armoiries ont changé, parce qu'en 1628, Charles de Gonzague, il n'est plus seulement duc de Rethel et constructeur d'une ville nouvelle à Arches, qu'il appelle Charleville, mais il est devenu duc de Mantoue. Donc, il a des armoiries totalement différentes et naturellement à dominante mantoune. Et donc, alors, ça, donc les pièces, vous avez les très belles pièces de Ciblan. Vous voyez, les Ciblans, ils sont gravés, les Ciblans sont gravés par Nicolas Briot. Donc c'est très beau, hein, avec
disons, des armoiries très soignées. Et alors, la troisième, la dernière, elle est extraordinaire. Vous voyez qu'elle ne porte pas de millésime. Là, vous avez 1608, il y a très très peu. Il n'y a que 5 ou 6 exemplaires connus de 1608. 1609 est beaucoup plus courant. Et là, vous avez une pièce extraordinaire parce que c'est une pièce de 6 blancs, mais frappée avec un coin de demi-pistole d'or. Donc, vous avez un mélange de coins. Vous avez un coin qui est un coin de pièce de 6 blancs et l'autre coin qui est un coin de demi-pistole d'or. Et là, le revers que vous voyez, parce que les pièces ont la même dimension, le revers que vous voyez, ben non, il n'y a pas de millésime, parce que sur la demi-pistole d'or, le millésime, il n'accoste pas l'écu, il est de l'autre côté. Alors, bien entendu, cette pièce hybride est unique. Et donc là, vous avez toute une série de pièces de la collection du prince de Monaco. D'où la facilité pour moi d'avoir les photos. Et là, c'est l'autre côté, vous voyez, on voit très bien, c'est la copie conforme du douzain français, douzain contremarqué en 1641, avec une fleur de lys au centre. On continue? Oui. Alors ça, c'est magnifique. Ça, c'est absolument magnifique, magnifique. Vous avez la pièce à l'aigle. La pièce à l'aigle, c'est l'aigle d'Empire, bien entendu, hein, puisque les princes ardennais considèrent qu'ils sont en terre d'Empire. Donc, ça leur donne le droit de battre monnaie. Et vous avez donc les premières fabrications, ce sont des fabrications, celles-là, de Nicolas Briot, avec l'utilisation du procédé mécanique de fabrication de son père Didier Briot, que Briot va essayer d'amener à la Monnaie de Paris, mais il va être en concurrence avec la monnaie du Moulin et il va perdre la compétition par rapport au monnayeur du Moulin. Et c'est pour ça que ce n'est pas toujours parfait. Là, c'est une pièce magnifique parce que c'est une pièce de 1610. Ce sont les toutes premières. Nous ne connaissons actuellement que 4, peut-être 5 exemplaires de 1610. Ah oui, oui, non, mais dans cette exposition, il y a beaucoup de choses vraiment, vraiment, vraiment rares, hein. On a du très, très rare. Donc ça, c'est un des plus beaux. Alors, il y en a un en Italie, à Montou, dans la collection Magna Guti de 1610. Il y en avait un dans la collection Henri Meyer. Enfin, vous voyez qu'on est tout de suite dans les sommets. Donc, c'est une pièce absolument splendide. Et voilà la même en 1611. Mais vous voyez que il y a une inversion de la valeur et de la date, du millésime. 30, en chiffres romains, c'est 30 sols. Hein. 30 sols ou patars. Bon, patars, ce sont des sols artésiens. C'est une monnaie de compte des Pays-Bas espagnols. Et regardez bien l'exemplaire 1611. Regardez la légende. À côté de 1611, vous verrez que c'est une monnaie qui présente un petit défaut parce que ben, le graveur, Nicolas Briot, au lieu de mettre Gonzaga, il a mis Gonzga. Vous voyez, ici, nous avons bien Gonzaga. En 1610, nous avons Gonzaga, et en 1611, vous avez Gonzaga. Donc, c'est absolument splendide. La couronne, alors, vous ne voyez pas, il n'y a pas le mot Olympe dans la couronne, ça, il faut le signaler. Mais en revanche, ce qui est extraordinaire, c'est le petit écusson porté en cœur. Et le soleil que vous trouvez sur ce petit écusson, eh bien, ce sont les armoiries de Charleville. Continue, question. Oui, oui, oui. Alors, le revers. Bah, le revers, il est également magnifique. Hein. Je n'ai pas grand-chose
pas grand-chose à dire. Vous voyez, il est absolument parfait, mais là, vous retrouvez le mont Olympe dans la couronne. Mm. Vous ne l'aviez pas sur l'Aigle, mais vous l'avez ici, dans les armoiries du prince. Il est dans la couronne, vous avez Olympos qui est marqué, et vous avez au sommet Fidès, mais là, qui est séparé par le petit autel. Mhm. Et puis, vous avez une décoration. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la décoration employée pour ces pièces de 30 sols de Charleville, eh bien, le graveur qui succédera à Nicolas Briot, qui s'appelait Nicolas Marteau, qui était un orfèvre de Charleville, mais de très grand niveau, de très grande qualité. Il sera plus tard, en 1619-1620, le graveur du prince-évêque de Verdun, et il importera à Verdun cette décoration le long de l'Écusson, et c'est la raison pour laquelle, à Charleville-Mézières, nous avons terminé l'exposition par un écu de Verdun, qui est une variété unique provenant de la collection de l'académicien Pierre-Charles Robert, et qui termine ce monnayage de Charleville par une imitation de Charleville cette fois. Bon, j'ai rien à dire. Alors ça, c'est fantastique parce que c'est une monnaie dont Jean Diel, c'est le président de l'association numismatique ardennaise. C'est un professeur agrégé d'histoire et géographie, maintenant en retraite. Il est un peu plus jeune que moi, il a 79 ans, mais enfin, il est encore en parfaite forme. Et avec lui, nous avions travaillé en 1989 sur les journées numismatiques de Charleville-Mézières. Donc, vous voyez, ça nous remonte à 35 ans. Donc là, j'ai obtenu de pouvoir le réembaucher pour l'exposition. Et c'est lui qui a retrouvé la trace de ce patagon de Charles de Gonzague, qui n'était connu que par les textes. Il vient de la collection du docteur Henri Meyer. Et donc, il a réapparu chez Kunker, mais on ne sait pas où il se trouve actuellement. Alors, j'ai fait au mois de novembre une communication sur ce patagon, plus ceux de Charles II. Vous allez voir maintenant, communication d'ensemble, après que Jean Diel eut retrouvé la photo. Donc, nous n'avons que la photo. C'est la seule espèce qui nous manque dans l'exposition. Parce que sinon, nous avons réussi entre la collection du cabinet des médailles, celle du musée de l'Ardenne, celle du prince de Monaco et celle de Jean Diel, nous avons réussi à représenter la totalité des espèces retrouvées qui ont été frappées à Arches-Charleville, sauf ce patagon de Charles Ier. Non, et il est unique. On espère le récupérer, soit pour le cabinet des médailles, mais ça semble douteux parce qu'ils ne font plus d'acquisition, soit pour le musée de l'Ardenne, il sera très bien à ce moment-là au musée de l'Ardenne, mais on ne sait pas où il est actuellement. Mais vous voyez, on a quand même là une magnifique photo. Et alors maintenant, vous allez voir les Charles II. Alors voilà les Charles II. Ça, c'est le dessin de 1849. Et vous allez voir maintenant où se trouve la pièce. Alors, voilà la pièce. Je l'ai retrouvée. Elle est à Montoux, dans la collection de la Banque agricole de Montoux, venant de la collection Magnagouti. Elle était en 1957 dans la collection du comte Magnagouti, qui était un grand aristocrate de l'Italie du Nord, qui a constitué la plus belle collection mondiale privée de monnaie des duchés de Mantoue et de Montferrat, et qui, dans sa collection, avait ce patagon qui provient du collectionneur Meyer des Pays-Bas en 1849. Donc voilà, j'ai retrouvé la pièce. Et vous voyez, elle a un petit, si on peut, elle a un petit défaut parce que le graveur n'avait pas de E. Au lieu de mettre nomen, il a mis nom FN. Et pareil pour Benedictum. À Benedictum, il a remplacé les E par des F. Chose que fait le graveur quand il n'a pas une lettre, il met une autre. Là, c'est un bon exemple. Hein.
que je vous donne puisque nous avons 3 cas. Alors, donc voilà alors voilà l'exemplaire qui, lui, se trouve au cabinet des médailles, qui a été donné, là aussi, au roi Louis XIV. C'est un exemplaire sans date, mais c'est 1649. Et alors, là, la qualité de la pièce, qui n'a absolument pas circulé, elle mériterait d'être nettoyée. Bon, enfin, ça, c'est un problème interne au cabinet des médailles. Mais là, on arrive, j'ai réussi, moi, comment dirais-je, décrire la totalité des armoiries avec l'ensemble des détails, tout grâce à la qualité de la pièce. Ce que Meyer n'avait pas réussi à faire sur l'exemplaire Magnagouti en 1849, parce qu'il était un peu moins bien conservé. Il est tellement bien conservé qu'on voit là-haut, vous voyez le petit signe là-haut, eh bien, sur tous les autres exemplaires, on ne le distingue pas, mais là, on voit que c'est une petite main. Parce que c'est une pièce qui est dans l'état de frappe. Elle n'a pas circulé, elle a été donnée au roi. Comme pratiquement toutes les pièces du cabinet des médailles que j'ai choisies, ce sont des pièces du cabinet du roi. Ah oui, absolument. Donc voilà l'exemplaire du cabinet des médailles. Alors, il en existe 2 autres. Vous voyez, on est dans des pièces très, très, très rares. Alors ça, c'est l'exemplaire du musée de Berlin, donc qui a été exposé à Mantoue en 1995, il y a 30 ans. Donc, c'est la photo qui se trouve dans le bouquin que j'ai fait circuler tout à l'heure. Et puis, à force de travailler avec un petit peu des numismates du monde entier, puisque tout à l'heure, c'était notre, notre ami de Tel Aviv qui me passait un coup de téléphone et qui nous suit. Or, son nom m'échappe, ça va me revenir. Et là, c'est un collectionneur avec lequel je suis en relation régulière. Dominique en sait quelque chose. C'est un collectionneur américain de Los Angeles qui est passionné par les monnaies seigneuriales françaises des temps modernes et qui traduit en anglais, en anglo-américain, certains de mes articles sur les monnaies seigneuriales. Et disons, mes meilleurs articles, ceux qui apportent des découvertes importantes. Et donc, il a acquis, c'est après nos correspondances, il a acquis ce Patagon extraordinaire sur lequel, bien sûr, il m'a demandé un tas de renseignements. C'est pour ça que j'ai la photo. Et donc, vous voyez, il y a le Manakouti qui est à part, qui est une variété, et il y a 3 exemplaires connus. Les Patagons, là, donc, on a fait le tour de la question. Donc, ces Patagons de Charles II, ben, ils terminent la série des Patagons. Alors, maintenant, je vous ai préparé un petit ensemble à partir d'une série de photos que j'avais faites. Donc, là, vous retrouvez notre double pistole. Et voilà la fameuse demi-pistole. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, que le millésime, il est à l'envers, sous la croix, imitée de la croix de Lorraine. Là, c'est la croix de Jérusalem. C'est une imitation de la pistole Lorraine. Et donc, comme il est à l'envers, il ne peut pas être au revers accostant les armoiries. Voilà, donc vous avez là, effectivement, la preuve, ça vous montre comment ça a été fait. Alors, ensuite, le quart d'écu d'argent. Il y a une vingtaine d'exemplaires connus. Et la pièce de 15 sols. La pièce de 15 sols d'argent, bon, avec 3 exemplaires connus, là, c'est encore le cabinet, bon, c'est le cabinet des médailles, c'est tout ce qui a été donné au roi à l'époque. Et vous voyez, bon, l'état de conservation, c'est fleur de coin. Alors, ça, c'est extraordinaire, parce que les Briots vont être dépossédés de leur bague au profit de l'orfèvre de Charleville, Nicolas Marteau. Et avant de quitter, ils vont réaliser leur chef-d'œuvre, c'est-à-dire ce thaler qui est unique.
Alors, cabinet des médailles également, collection du roi. Et ce portrait de Charles de Gonzague par Nicolas Briot, qui est absolument extraordinaire, et ils mettront dans les armoiries le soleil de Charleville. Regardez au centre, vous avez le soleil de Charleville que normalement vous n'avez pas parce que, voyez, le suivant, c'est l'écusson de Saxe avec le Crosselin. Et alors, là, c'est 1614 et c'est leur successeur, Nicolas Marteau, qui va également réaliser son chef-d'œuvre au moment où l'atelier est obligé de fermer à cause du décret prononcé par le roi. Alors, petite remarque au passage, à côté de la grande vitrine des monnaies, juste à côté, il y a une deuxième vitrine avec tous les textes d'époque, c'est-à-dire les baux monétaires uniques manuscrits prêtés par les archives nationales et les ordonnances royales et les arrêts de la Cour des monnaies pour les décrits de la collection Morel-Fatio du cabinet des médailles. Donc, vous avez les monnaies, vous avez leurs textes qui vont en même temps. Donc ça, c'est encore extraordinaire. C'est pour ça que je voulais vous montrer tout ça. Moi, je suis peut-être un petit peu long, mais c'est un très beau sujet. Alors ça, c'est fantastique parce que c'est un douzain de Bion qui vient de la collection Max Verly, qui n'avait pas réussi à bien l'authentifier, qui est unique. C'est une pièce unique et que j'ai retrouvée à la suite d'une mise en ordre faite par Rifkind. Il avait reclassé, mais il ne savait pas ce que c'était. Et donc, moi, j'ai trouvé ça, mais je dis, mais ça c'est nulle part. Et donc, je l'ai publié dans le BSFN, mais c'est un douzain unique et unique. Bon, on ne sait pas quand parce qu'il n'a pas de date. Il est entre 1620 et 1625. Vous voyez, tout est balisé, tout est jalonné. Alors, bien sûr, cette pièce n'était pas à Montoux, puisqu'elle n'avait pas été découverte, mais elle est à Charleville-Mézières. Alors là, c'est le bouquet, parce que ce sont les ducadors imités des Provinces-Unies. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que vous avez 3 ducadors et un florin d'or. Vous voyez que sur les 4 monnaies, il y en a 3 qui sont uniques. Et vous avez du ducador varié. Le tout premier, il est à l'imitation des Provinces-Unies, parce que dans le cartouche, disons dans les Provinces-Unies, c'est marqué la Frise, ou la Hollande, ou la Zélande, peu importe. Et là, c'est marqué Charleville, dans le cartouche du revers. Au droit, nous avons le prince avec l'épée, comme disons, le statoutre de Hollande, avec le morion sur la tête, mais au lieu de tenir, alors on verra après, au lieu de tenir les faisceaux des Provinces-Unies, il tient déjà le bouclier. Ensuite, nous avons même, il tient toujours le bouclier, mais il est maintenant tête nue, et le prince tête nue, c'est le portrait de Charles de Gonzague. Quand on l'agrandit, on reconnaît Charles de Gonzague. Et il a changé. Il est très proche de succéder à ses cousins de Montoux, et donc il a un nouvel écusson. Il a un écusson 9 quartiers, qui est un écusson de prince de Montoux. Pareil pour le suivant, et au lieu de tenir le bouclier, c'est le même, au lieu du bouclier, vous avez le soleil. Et le soleil, ce sont les armes de Charleville. Et donc là aussi, les armes de Montoux. Et alors le dernier, il est encore plus montouan, donc il est encore un petit peu plus près de Montoux, l'aigle d'Empire couronné, mais avec la légende prince de Montoux et les armoiries de Montoux. Donc 4 pièces extraordinaires. Alors celles-là, elles étaient bien entendu à Montoux il y a 30 ans. Vous voyez, vous avez 3 pièces uniques. Donc ça, alors, moi je vous dis tout de suite que seul le cabinet des médailles et le musée de l'Ardenne, plus un exemplaire chez Jean Diel, ce sont les seuls propriétaires de Ducador aujourd'hui. Et donc, aussi bien pour le British Museum, pour Berlin, alors, il y a un Ducat
au Kunstmuseum de Vienne. Ah oui, oui, ça c'est... Non, mais je vous dis, c'est vraiment exceptionnel. On peut continuer. On a presque fini. Alors ça, c'est fantastique parce que ça, c'est l'exemplaire unique qui est au musée de l'Ardenne, qui vient de la collection des Charmes, avec le morion qui masque totalement la tête du prince. Et vous voyez qu'il tient les faisceaux. Il tient les faisceaux représentent les Provinces-Unies, et vous avez le cartouche des Provinces-Unies. Et vous avez, le musée a acquis, il y a 20 ans, à la vente de la collection Tissière, le Ducador qui s'y trouvait, qui vient de la collection Garniel. Très grande collection du 19e siècle. Garniel, et ensuite Henri Meyer. Ah oui, donc il y a un pédigré extraordinaire. Et là, vous avez le prince tête nue, et qui tient les flèches des Provinces-Unies dans sa main gauche et le cartouche avec le nom de Charleville dans le cartouche. Alors ça, ben, on l'a vu tout à l'heure, c'est la fameuse pièce de 3 sols ou bâtards unique de 1628. Là, elle est agrandie, vous voyez. Donc je reconstitue. Alors, voilà. Alors ça, ben, ça va terminer. Ça va terminer mes photos. Ça, c'est absolument extraordinaire parce que c'est un jeton monnaie de 1606 et qui est donc contemporain, lui, de la création de la ville nouvelle. Et alors, il est extrêmement intéressant à cause de sa légende. Et d'ailleurs, sa légende fait que ce n'est pas un quart d'écu, c'est le poids du quart d'écu, c'est la dimension du quart d'écu français, mais ce n'est pas le quart d'écu français, c'est un jeton monnaie dans le type du quart d'écu pour Charles de Gonzague au moment où il annonce la ville nouvelle. Et alors, la légende est celle effectivement d'un jeton, puisque je le lis, bon, parceres ubiectis et debellares superbos, c'est un vers tiré de l'Énéide de Virgile, et qui veut dire il protège les faibles et il fait la guerre aux prétentieux. Bon. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est vraiment contemporain de l'expédition de Sedan. Je fais partie des historiens qui considèrent que Charles de Gonzague a créé sa ville nouvelle au retour de l'expédition de Sedan, où il avait accompagné Henri IV et suivi pour réduire à l'obéissance le prince de Sedan, duc de Bouillon. Et est-ce qu'il n'a pas eu un accord avec Henri IV qui lui a dit, mais pour contrebalancer Sedan, qui est une place forte protestante et un nid du protestantisme, etc., faites une ville nouvelle à Arches, qui soit la ville nouvelle catholique. Et donc ce verset de l'Énéide vise expressément l'expédition de Sedan, sinon il est incompréhensible. Et alors, il y a une petite touche en plus de ça, c'est Virgile. Pourquoi Virgile? Parce que la ville de Mantoue en Italie, elle est bâtie dans un lac. C'est une île au milieu d'un lac. Le lac vient est formé par une rivière qui s'appelle le Mincio, qui sort du lac de Garde. Et le Mincio, après avoir formé ce lac dans lequel il y a Mantoue, va rejoindre le Pô. Et en sortant du lac de Mantoue, le Mincio arrose un village qui est dans la banlieue de Mantoue, qui est Virgilio, qui est la patrie de Virgile. C'est-à-dire, Virgile, c'est Mantoue, donc on retrouve Mantoue, et puis alors, je n'ai pas besoin de vous faire remarquer le Mont Olympe. Le Mont Olympe, il est comme celui de la double pistole. Il est formidable, et là, vous avez le Fides coupé en deux, et vous avez l'Olympos bien visible en grec. Je crois que je n'ai plus de photos. Non, il y a les textes. Alors, voilà les textes. Alors, ça, c'est ma conclusion.
je vous laisse lire les textes. Et je vous ai fait une double conclusion dans ces textes qui, eux, sont, comment dirais-je, ils sont représentés sur place. On les voit là-bas. Donc, le premier texte est consacré aux monnaies des princes de Gonzague. Hein. Je vous en ai dit la plupart des choses au début. Donc, vous avez toute l'histoire de ce monnayage sur cette page. Et avec l'origine, les trois collections qui constituent l'ensemble qui est présenté aux visiteurs. Et puis, est-ce que vous avez tous lu le texte? Et puis, vous avez ensuite un petit texte. Et ça, c'est la conclusion numismatique. C'est pour les numismates et c'est pour nous. Hein, le rappel de ce que sont les monnaies. Bon, les monnaies, c'est le pouvoir souverain. Et ce qu'il faut noter ici, chez les Gonzague, c'est la formidable symbolique qui est omniprésente. Son portrait, ses armoiries. Bon, on a vraiment une histoire. On peut représenter toute l'histoire. Ces 50 années de l'histoire de Charleville et des Gonzague, on les retrouve entièrement dans l'évolution de ces monnaies. Ça, c'est très rare. C'est très rare. C'est tout à fait exceptionnel. Hein, donc, je mets à travers les gravures et les situations politiques du moment, les ambitions personnelles que je vous ai indiquées. Bon, et alors, pour terminer, ben, il y a l'aspect artistique. Il ne faut pas oublier que les Gonzague venaient de Mantoue. La Renaissance italienne, ils ne l'ont jamais oublié. Et donc, ben, vous avez les plus beaux exemples des maîtres graveurs, très exceptionnels, la BNF, le musée de l'Ardenne et la collection du Prince de Monaco. Je vous remercie de votre attention.